L'homme n'est pas fait pour méditer, mais tout simplement pour agir. C'est par cette pensée de Jean-Jacques Rousseau que nous entamons cette autre aventure au cœur des mystères. Au cœur des mystères, c'est tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun, la tribune de la dissidence s'offre à vous. Une émission qui s'annonce caniculaire, une émission qui s'annonce davantage intéressante avec un plateau technique suffisamment étoffé au plaisir des téléspectateurs. Avant bien sûr d'entamer notre grande aventure, permettez-moi d'oxygéner mon cerveau. Je vous reviens juste après pour la suite. Tour sur le plateau pour entamer notre aventure en accueillant bien sûr Ndiboka Sowona, dont les funérailles prévues le 22 ont eu une avancée conséquente et considérable, en rappelant bien sûr que Père Abraham Minkala s'est proposé d'aller lire la messe. Ce jour, Ndiboka Sowona, on rappelle que le 22 octobre 2021, Ndiboka Sowona célèbre ses funérailles. Le caveau est déjà sur place. Le cercueil acheté. Ndiboka Sowona, bonsoir. Merci. Je confirme effectivement que le 22 octobre, nous allons vivre en antémortem les funérailles de Ndiboka Sowona. Et comme le prêtre Mikala a bien voulu apporter la partition du catholicisme, je ne vois pas la raison pour laquelle on l'empêcherait d'apporter sa part à cet enseignement que je voudrais apporter à la population tant de mon village, tant camerounaise que universelle. Merci, Père Abraham Minkala. Bonsoir et bienvenue sur la tribune de la dissidence. Très bien accompagné ce soir. La chorale sera là. On rappelle que Père Abraham Minkala, diplômé de l'Université de Navarra en Espagne, est un spécialiste de la théologie. Alors, ce jour, une chorale, une messe à l'honneur de Ndiboka Sowona qui, d'après vous, commettrait un viol anthropologique culturel. Oui, ce que notre frère pense faire relève non pas seulement de l'inédit, mais de ce que j'ai qualifié ici de viol anthropologique. Ça entre dans le cadre d'une agression sociologique, agression même par rapport aux oreilles qui sont encore vierges. Et parce qu'on n'a jamais entendu parler de cela, c'est pour cela que je préfère aller prier pour lui, pour qu'il se convertisse, parce qu'on parle de funérailles quand quelqu'un est mort. Les funérailles, c'est la célébration, c'est l'hommage qu'on rend à un mort. Donc, je ne comprends pas pourquoi notre frère Ndibokas voudrait célébrer ses funérailles. C'est pour cela que je parle d'une agression verbale, très violente même d'ailleurs, très offensive pour des oreilles pies. Je souhaite qu'il puisse revoir cette cérémonie-là, mais j'irai avec la chorale prier pour sa conversion. Merci. Le Père le disait encore, que Jésus-Christ est venu sur terre, pas pour les saints, mais pour les pécheurs comme nous autres. Alors, Tot, bonsoir et bienvenue. Prenez le micro. Très méditatif depuis un certain temps. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute, que ce soit en Afrique, que ce soit sur d'autres terres. Bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir. Maître Brana, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau sur cette tribune. Même comme tous les rendez-vous culturels, vous vous êtes échappé. On espère que le 22 octobre 2021, vous serez des nôtres avec votre grande lumière, peut-être pour éclairer Ndiboka Sowona et son âme, comme le dit le prêtre, qu'il ira ce jour avec la chorale. Il donnera une messe pour orienter l'âme de Ndiboka Sowona vers la félicité. Merci bien Nathan. Comme toujours, la lumière que je suis, voilà la lumière aux panélistes avec qui je siège ici sur le plateau. Et de même, la lumière et l'amour que je suis, voit comme ça la lumière en tous nos téléspectateurs et reconnaît l'amour inconditionnel que chacun d'eux porte en eux. Cela dit, parlant de notre frère Ndibokas, Nathan, c'est le tout contraire. Notre frère Ndibokas est un être conscient. Il n'est pas un être inconscient. Et c'est pour ça
La mort étant, il est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas la chair. Alors on n'attend pas pour perdre la chair. Perdre la chair n'est pas une mort pour un mystique. Un mystique étant dans sa chair, c'est qu'il est esprit. Et donc d'office, Djibokas siège ici comme un esprit. Et pour moi, je dis, c'est des êtres conscients qui font des choses inédites, des choses que personne n'a jamais fait. Et donc je lui tire comme ça un coup de chapeau. Et bien évidemment, je serai présent pour qu'ensemble, nous célébrons son funérail avant qu'il ne parte de cette terre, car il sait qu'il est esprit, il n'est pas la chair. Donc, Merci. Djibokas n'est pas la chair, c'est un esprit. La rose octroi d'or est représentée, Lecturum Rosicrucianum. Docteur Etundi, un plaisir renouvelé de vous avoir sur cette tribune pour ce rétuger des équilibres intellectuels, spirituels et même culturels. Oui, bonsoir Nathan. Je vous félicite pour la diversité de votre plateau, parce qu'avoir deux femmes sur le plateau, pour moi, en termes de genre, je trouve que c'est un équilibre qu'il fallait absolument réaliser comme vous l'avez fait. Vous voyez, les femmes sur le plateau, ça fonctionne comme des bouquets de fleurs sur la table. Vous voyez comment votre plateau rayonne. Donc, si vous voulez, chaque fois que vous aurez la possibilité de le faire, nous savons que ce n'est pas acquis. Mais au moins, moi, je me plais à être dans un plateau comme celui-ci. C'est la même manière que nous adressons une fleur à tous nos téléspectateurs qui nous font la fidélité de nous regarder chaque jeudi soir. Un coucou particulier à vous. Sans vous, nous n'existons pas. Et nous comptons sur vous pour que vous puissiez effectivement nous apporter la contradiction nécessaire, les éclairages nécessaires. Et même, lorsque vous nous envoyez toutes vos observations, elles sont intégrées à ce que nous essayons de mettre en place ici. Pour cela, bonsoir à tous. Merci. Deux femmes sur le plateau. Ça se passe au cœur des mystères. Ici, pas des femmes qu'on a ramassées au marché. Pas pour dire que celles qui sont au marché ne peuvent pas être sur cette tribune. Elle nous vient tout droit de la Suisse. Et sa discipline, c'est de l'hypnothérapie. C'est une hypnothérapeute qui peut entrer dans ton esprit et aller voir ce que tu as fait dans ton enfance, fouiller dans ton esprit pour voir ce que tu feras dans ton avenir. Marina Matip, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Marina et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir chers téléspectateurs. Oui, je suis Marina Matip, je suis hypnothérapeute, maître praticienne. Je pratique également la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, et également la DNR. C'est une discipline pour effacer des traumatismes d'enfance ou récurrents. Est-ce que ce que je disais tout à l'heure n'est pas vrai? Vous pouvez entrer dans l'esprit de Nathan Amougou et aller voir ce qu'il faisait lorsqu'il était gosse ou se projeter dans son avenir. Avez-vous cette capacité? Effectivement, je ne peux pas dire que j'ai cette capacité. Je vous accompagne dans un processus inconscient parce que c'est votre inconscient qui détient toutes les informations. Donc, votre inconscient, c'est comme une armoire qui a des tiroirs, un disque dur. Donc, chaque fois que vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre, on va demander à votre inconscient qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Merci. Le plateau complet, on marque une halte et on revient juste après pour le grand débat. Rappelons dessus qu'aujourd'hui, ce soir, nous parlerons de conditionnement mental par l'image et surtout l'éducation. Très chers parents, restez scotchés, prenez des notes. Car au cœur des mystères a été approché par un collège d'universitaires pour en faire de cette grosse tribune un projet scientifique et les travaux seront lancés d'ici peu. Avec vous, fidèles téléspectateurs, le numéro qui s'affiche au bas du petit écran vous aide forcément à nous envoyer vos courriels, à nous envoyer votre point de vue. Le conditionnement mental par l'image et le système éducatif. Avec vous, puisque vous avez la parole tout à l'heure, maître Marina Matip, concrètement à la pensée délibérée, cette mémoire implicite cachée que vous avez taxée de disque dur fonctionne de quelle manière? Cerveau inconscient. Et le cerveau inconscient, c'est un cerveau qui est très désinhibé. Donc, il peut faire tout ce que l'on veut. Il peut faire tout ce qu'on
en fait, il peut aller chercher des informations où on ne pourrait même pas penser. Et ces informations, ça va au-delà même du ventre. C'est-à-dire, lorsque votre maman est enceinte, si vous avez un traumatisme actuel, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui s'est passé. Donc, avec l'hypnothérapie, je peux vous ramener, vous faire une régression dans le ventre de votre mère pour comprendre ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame de 47 ans, elle est venue me voir, elle procrastinait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle procrastinait. Je fais une régression. Elle se rend compte qu'à l'âge de 6 mois, sa maman ne s'occupait pas d'elle. Et je redescends encore plus loin. Elle se met à pleurer. Elle me dit, j'entends mort. En fait, mes parents ne voulaient pas de moi. En fait, cette procrastination, depuis l'âge de 0 à 47 ans, c'était parce que ses parents voulaient se débarrasser d'elle. Sorcellerie, magie ou science? Votre art. C'est un art. C'est une pratique, c'est une technique qui est non seulement scientifique et également spirituelle. Parce que je pratique également l'hypnose spirituelle. Cette hypnose spirituelle, je me base sur certains écrits bibliques, notamment également de certains symboles tels que la mythologie grecque et certains récits asiatiques et autres. Voilà. Merci pour ce premier jet. Ndiboka Sowona, Vincent Caron a commis un ouvrage suffisamment célèbre appelé La psychologie sombre. Et dans cet ouvrage, on nous montre et démontre comment on peut convaincre les autres à faire ce que l'on souhaite sans que la personne qu'on convainc ne s'en aperçoive. Cas de l'éducation. Bien, avant d'en arriver à l'éducation, le cas qui permet, comme le disait votre auteur Vincent Caron, qui permet à un individu de faire ce qu'il ne veut pas faire sans s'en rendre compte, permettez-moi quand même de rappeler au prêtre Minkala, que ce qu'il appelle agression sociologique est simplement une révolte consciente, parce que la société en elle-même est un manipulateur de conscience. Et donc, ce qu'il appelle viol sociologique est simplement la manifestation d'un individu qui veut se libérer et qui veut agir par son propre soi. Ceci dit, lorsqu'il prétend qu'il viendrait prier pour moi, j'ai l'impression qu'il a manqué de tribune. Parce que Ndjibokas n'a pas besoin de quelqu'un qui prie pour lui. Ndjibokas n'a besoin d'aucune prière. Parce que Ndjibokas est conscient que chaque effet est le résultat d'une cause. Et aucune prière ne peut changer l'effet que doit provoquer une cause. Ainsi, mon corps que vous viendrez enterrer quand je serai mort n'est qu'un véhicule que j'utilise sur cette terre. Et donc mon corps, ce n'est pas moi. La preuve, c'est que nous utilisons un adjectif possessif. Mon corps, c'est ma propriété. Ce n'est donc pas moi. Ainsi, lorsque moi j'organise mes funérailles, vous pensez aux funérailles de mon corps. Monsieur le prêtre, je voulais vous le faire remarquer. Maintenant, la sœur Matip a parlé du fonctionnement du disque dur. Effectivement, le subconscient fonctionne comme un disque dur. Et le disque dur ne réfléchit pas. Il vous ramène exactement les informations que vous lui avez données. Maintenant, venons-en au système éducatif. Vous allez me permettre de partir d'un exemple simple et facile pour tout le monde de comprendre. Combien d'Africains, par exemple, savent que l'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde, le triple de l'Europe? Mais voyez-vous, lorsqu'on enseigne ça aux petits noirs à l'école, on biaise sur les échelles. Et l'Afrique semble quelque chose qui est réduit, peut-être même plus petite à l'œil nu, selon l'échelle que l'on a utilisée, plus petite même que la France. Voyez-vous? Et pourtant, l'Afrique à elle seule représente le triple de l'Europe. Pour ne pas le double de l'Amérique du Nord. Voyez-vous? Et donc, c'est un message subliminal dans notre système éducatif. Une image subliminale. Oui, c'est une image subliminale, ce qui devrait dire un message subliminal. Parce qu'une image, évidemment, véhicule un message. C'est donc une image subliminale, dans ce sens que le petit écolier qui va à l'école et qui regarde la map monde, avec ses yeux, au regard de l'échelle qui a été choisie, se rend compte que l'Afrique est petite. En réalité, c'est de l'endoctrinement. Dès le bas âge, on commence à vous inculquer le fait de savoir que vous êtes petit. Regardez dans le livre de l'école primaire. Comment on dessine un petit nègre?
et c'est toujours avec un tricot qui ne couvre pas son ventre. Il a toujours un nombril ressorti, et ses orteils ne rentrent pas complètement dans la chaussure. Et quand on dessine un petit autre, dont je ne veux pas signer le nom, vous voyez, et on le dessine tout beau, tout mignon et tout intelligent. C'est une manière d'imposer à la conscience nègre le principe selon lequel vous êtes nul, vous êtes faible, vous ne comprenez rien, vous êtes des idiots. Voyez-vous, j'étais à l'école primaire, moi aussi, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Et à l'école primaire, on a utilisé une chose insultante que tous ceux qui ont à peu près mon âge connaissent. Ça s'appelle le symbole. C'est-à-dire qu'à l'école primaire, si tu parles ta langue, on t'accroche une grosse plaque de bois au cou pour démontrer que tu es analphabète. C'est quoi être analphabète? Voyez-vous? Nous avons le dictionnaire Boulou, nous avons le dictionnaire Ewondo, nous avons le dictionnaire Douala, nous avons le dictionnaire Foufoulde. Mais tout ça là, vous pouvez maîtriser tout ça là, on vous dira que vous êtes analphabète, vous êtes sauvage. Que veut dire sauvage? Sauvage veut dire à l'état naturel. Mais voyez-vous, quand on nous enseigne ces choses, vous allez voir par exemple, quand on parle des indépendantistes européens, on les appelle indépendantistes, on les appelle patriotes. Mais quand on va parler de Oumniobe par exemple, on va dire que c'est un maquisard. Vous voyez, tout cela pour avilir votre compréhension, pour avilir votre bon sens et pour vous obliger à croire que vous n'êtes rien. Alors, Maître Brana, nous sommes en plein dans l'éducation. On rappelle que vous avez fait vous êtes au cœur des services d'intelligence du plus grand pays au monde, ou des plus grands pays au monde, à savoir les États-Unis. Au Cameroun, on bénéficie de votre expertise. Alors, est-ce que les projets inhérents à l'école et l'éducation ont toujours été réducteurs en faveur de l'Afrique? Réducteurs pour l'Afrique, autant pour nous. Oui, bien évidemment, depuis la nuit des temps, on attend. Je vais prendre un exemple simple. Moi, j'ai fait le BPC, j'ai fait le CPE ici et le BPC. Et je crois que tous les cours que j'ai appris à l'école, je n'ai appris qu'à voir des images des Blancs, comme des ingénieurs, comme des inventeurs, comme des explorateurs. J'ai appris l'histoire de Nachtigal à fond, j'ai appris l'histoire de Christophe Colomb à fond. J'ai jamais entendu parler de Oumniobe jusqu'à ce que je sois un être éveillé. J'ai jamais entendu parler de Ouandje jusqu'à ce que je sente l'éveil. L'image de Jésus-Christ qu'on présente à l'église, que j'ai connue toute ma vie dans l'église catholique pendant 40 ans, ce sont des images subliminales. L'histoire même de la Bible elle-même contient à main, est une histoire subliminale, parce que c'est une allégorie. À l'école. Oui. Maintenant, à l'école, comme je disais tantôt, les programmes éducatifs, comme je disais tantôt, dans les pays développés, on est orienté selon ce qu'on veut. On veut que les consciences deviennent. Maintenant, dans les pays africains d'office, parce que depuis le départ, l'Afrique a été subdivisée quand ils sont réunis à Berlin, en 1884, si j'ai bonne mémoire, et on a établi des méthodes. Toutes les puissances qui ont essayé de coloniser l'Afrique ont établi les méthodes pour pouvoir influencer les consciences des enfants, des mères et des parents africains. Et le plus nocif, d'ailleurs, a été, bien évidemment, déjà, la religion, qui est doctrinaire. Et de deux, c'était l'éducation à l'école, où jusqu'aujourd'hui, les livres et tout ce que nous avons, la plupart, ne sont écrits que par les Blancs. Notre histoire, je dis bien blanc, pour ne pas dire le codème, pour ne pas faire petit, c'est clair. Alors, pour ne pas dire le codème, dans ce sens-là, tout ce que nous connaissons aujourd'hui à l'université, dans nos lycées, c'est les histoires écrites par les Blancs. La plupart des livres écrits par nos propres frères noirs, nous ne les voyons pas dans l'éducation ici, dans nos livres. Donc, concrètement, c'est toujours fait et orienté pour influencer les consciences. Et nos enfants, moi inclus, j'ai été influencé. Et nous ne croyons qu'à l'Europe, nous ne croyons qu'à ce qui est chez les autres, alors qu'en réalité, comme disait mon frère Dibocas, indigène veut dire naturel. Donc, si nous étions restés à l'état naturel, puisque moi, pour devenir éveillé, il a fallu que je me déconstruise, que je déconstruise tout ce qu'on a mis à moi pour redevenir indigène afin de voir la lumière. Donc, je suis d'accord et notre éducation est à refaire ou à revoir et à considérer. Voilà. Merci. Alors, on rappelle que vous êtes doctorant en philosophie, option ontologie et métaphysique. Et on fait un clin d'œil au professeur Tabimanga qui a commis un ouvrage déconstruction et reconstruction des paradigmes. Le sage Paul Biya vient d'instruire une commission de réécriture de l'histoire, la véritable du Cameroun. Et dans cette commission, on a retrouvé le professeur Daniel Abois, qui est une figure intellectuelle d'envergure planétaire africaine et camerounaise en particulier, qui nous a dit que tout ce qu'on vous enseigne à l'université,
sont les 2% de la vérité. C'était. Ça commence à l'école. Moi, je n'ai pas fait l'école maternelle. J'ai commencé directement à la CIL. Donc, ça commence à l'éducation de base. Et il faut préciser que l'éducation de base fondamentale, partant de l'âge de 2 ans à l'âge de 5 ans environ, est d'abord religieuse. C'est-à-dire, d'un côté, islamiste et de l'autre côté, chrétien. Donc, on a remplacé les paradigmes locaux pour d'autres paradigmes. Et ça fait que l'enfant grandit avec cette culture étrangère et il a l'impression qu'il est dans la vérité. Lorsqu'il atteint maintenant 5 ans ou 6 ans, comme à l'époque, les gens entraient à la CIL à 6 ans, et un peu plus tard, à notre époque, nous, on entrait à la CIL à 5 ans. Ce qu'on commence à nous enseigner, c'est des histoires de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Amerigo Vespucci a fait ceci, Nachtigal. Les Occidentaux sont venus civiliser les petits nègres qui sautaient de branche en branche, qui ne connaissaient rien. Ils sont venus leur enseigner la religion, Vasco de Gama, les nègres ne connaissaient pas Dieu et tout ça. Joseph Méric était quand même un noir, bien évidemment, non, mais Joseph Méric, Joseph Méric n'était rien d'autre qu'un évangéliste. Il y a plein de nègres locodémisés qui sont expressément parce que lorsqu'ils arrivaient chez leurs frères, on ne les regarde plus comme un étranger parce qu'apparemment on croit que l'étranger c'est seulement la couleur. Mais l'étranger le plus dangereux, c'est celui qui a le même teint que toi et lui, mais qui consciemment, intérieurement, a intégré une vision du monde qui est même dévastatrice vis-à-vis de votre culture. Donc, lorsqu'on évolue maintenant, on arrive en 6e. On commence à nous enseigner comment les grands savants, les Einstein, les Pythagore, les Thalès de Milet, comment la science est née en Grèce, comment ceci et tout. Malheureusement pour eux, j'ai eu un professeur bizarre en terminale qui a commencé à nous injecter les petits germes de révolution. J'ai oublié son nom malheureusement, mais c'était quelqu'un de très serein. Et c'est lui qui commence à nous mettre la puce à l'oreille que, mais tiens, à notre époque de terminale, bien sûr, que tiens, mais la science est originaire d'Afrique. La spiritualité est originaire d'Afrique. Tout ce qu'on vous a enseigné, essayez de voir comment déconstruire tout ce qu'on vous a enseigné. Et très peu ont compris cela. Au point où, quand moi j'arrive à l'université en première année, je décide d'aller faire égyptologie, tout le monde me regarde comme un maboule, comme un malade. Qu'est-ce que l'égyptologie peut bien faire? Comme une dame m'a encore posé la même question il y a 3 jours. Qu'est-ce que l'égyptologie peut faire pour développer l'Afrique? Tiens. Lorsque j'évolue, jusqu'à j'arrive en 5e année, c'est en ce moment que je commence à comprendre l'importance de m'être aventuré sur ce terrain. Voilà, vous êtes resté calfeutré sur le système éducatif occidental. Vous avez quand même appris les Thalès de Milet, les bolcheviks, Première et Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ce n'est pas sur ces enseignements que vous avez obtenu vos diplômes? Le diplôme n'est que ce qu'on appelle un carcan au sein duquel on... Vous pouvez détruire ces diplômes qui ne vous serviraient certainement à rien. Ce diplôme est nécessaire pour l'insertion sociale. Si aujourd'hui on nous demande d'avoir... Vous êtes conditionné donc par ces diplômes? Je suis conditionné parce que ce n'est pas moi qui gère les institutions. Les institutions sont faites de telle sorte que pour pouvoir marcher en route, il faut avoir une carte d'identité camerounaise. Pour pouvoir trouver un emploi digne de ce que tu veux, il faut avoir un bac, ou une licence, ou un master, ou un doctorat, ou il faut avoir ceci, c'est-à-dire que le système est fait de telle sorte que on n'a pas d'autres alternatives. Mais la question c'est de savoir, est-ce que ce bac, est-ce que ce doctorat que tu vas certainement soutenir, on sera ensemble ce jour, est réellement le reflet de ce que toi, l'Africain, ou toi, l'être qui cherche la lumière? Je peux déjà vous assurer que mon Master 2, d'abord, est le reflet de ce que j'ai commencé à produire par moi-même. J'ai même été, s'il faut le dire, en conflit avec mon directeur de mémoire. Mais on a pu s'entendre à la fin, parce qu'il ne voyait pas où je voulais aller, mais il a fini par comprendre. Il était encore aveugle, tu veux dire? Je ne sais pas s'il était aveugle. Donc, c'est le combat que beaucoup de jeunes intellectuels ont aujourd'hui vis-à-vis même de leur directeur de thèse, qui ne les comprennent pas au début. Et la manipulation, c'est à quel niveau ici? La manipulation, c'est au niveau où tu as d'abord commencé dans un système qui t'a conditionné. Si tu n'as pas eu l'ouverture d'esprit d'aller fouiller les choses véritables qui te concernent et qui vont au-delà de ce qu'on t'a enseigné, tu es conditionné jusqu'à la fin.
L'autre niveau, c'est lorsque tu rencontres un directeur de mémoire ou un directeur de thèse qui te conditionne que voilà comment l'orientation, lui doit juste t'accompagner dans la recherche, il ne doit pas te conditionner. Donc, lorsque tu es déjà conditionné, tu te retrouves en train de produire un savoir qui n'est rien d'autre qu'un savoir, qu'on pourrait dire, qui ne sert à rien à ton peuple. Un non productif, un savoir stérile à ton peuple. Parce que tu n'as pas touché les vrais arcanes de la connaissance. Donc, voilà beaucoup de difficultés que nous affrontons dans notre évolution intellectuelle. Alors, Père Minkala, l'éducation de base religieuse, c'est-à-dire chrétienne ou islamique, est-elle adéquate au paradigme africain pour son évolution, puisque lorsqu'on entend Maître Brana, Njiboka Sowona, on a l'impression que tout ce que ce choc de civilisation nous a apporté, eu égard à l'éducation, est tout simplement réducteur pour l'Afrique. En fait, c'est une vision que je ne partage pas, que je ne saurais jamais partager. Il faut reconnaître que les êtres humains ne sont pas d'une égalité mathématique. On a toujours besoin des autres. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, on a besoin des autres. On a besoin de la science des autres pour valoriser la nôtre, pour développer la nôtre. Et je voudrais bien qu'on accuse l'Occident de nous avoir phagocytés jusqu'à la moelle épinière. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait? Tout à l'heure, j'ai été surpris que Njibokas parle du dictionnaire Ewondo. C'est de quelle édition? C'est de quelle édition? Quand vous parlez de dictionnaire, le terme dictionnaire, ça sort d'où? Est-ce que c'est un terme qui relève de votre culture? Il faut comprendre que aucune culture n'est parfaite. Chaque culture a besoin des autres. Et l'histoire de chaque peuple évolue en dents de scie. Si à un certain moment, en Afrique, il y a eu la civilisation égyptienne qui a brillé, et qu'aujourd'hui, l'Afrique soit dans une situation de non-retour, c'est tout à fait normal qu'on se mette au travail et qu'on copie ce qui est positif chez les autres afin de mettre cela à notre profit. Et au lieu de verser dans des querelles de la négritude, accuser les autres, dans tous les cas, par rapport à une situation comme la nôtre, il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes. Alors, mon père, vous gardez la parole. Hein? Peut-être que la problématique n'est pas suffisamment mise en vitrine ici. Alors, ou Njiboka Sowona dénonce le contenu des programmes et même Maître Brana où on te fait comprendre que Christophe Colomb a fait le tour de l'Amérique et que c'est lui qui a découvert l'Amérique quand on sait que l'Amérique était peuplée des Mayas, des Incas, des Aztèques. Mensonge ou vérité? Il faut comprendre qu'il y a certaines réalités que ceux-là qui nous ont transmis des connaissances ne pouvaient pas maîtriser. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour les maîtriser. Tout à l'heure, Maître Brana parlait de Nyobe que lorsqu'elle était à l'école primaire, il fallait d'abord qu'elle atteigne l'âge de la lumière, l'époque de la lumière, qu'elle entre dans la logique de la lumière pour découvrir Nyobe. Bon, ce qui est tout à fait possible. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi des réalités qui n'ont pas permis d'entrer en profondeur dans l'histoire de certaines personnalités africaines. Donc, si on nous a présenté des gens venant d'ailleurs, c'était pour copier la manière selon laquelle on peut élaborer l'histoire. Ce n'était pas une façon de nous phagocyter totalement. Maintenant que nous savons comment élaborer une histoire, comment valoriser les personnalités de nos différents pays africains, mais faisons-le. Qu'est-ce que nous attendons? Puisque vous prêchez la vérité, la lumière, d'ailleurs le Christ le dit, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Lorsque vous dites à un enfant que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vous dites à un enfant que la Terre repose sur des mammouths géants et qu'il se rend compte plus tard que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous leur avez fait du bien ou du mal? Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle des sciences humaines. Aucune science humaine n'est parfaite. Et il y a ce qu'on appelle des sciences exactes. Bon, et même jusque-là, la mathématique est considérée comme une science exacte, mais elle n'est pas totalement exacte. Elle n'est pas parfaite. Toutes les sciences humaines sont limitées. Ce qui fait que ce qu'on peut vous dire aujourd'hui en histoire, ça peut être contredit demain ou après-demain, même en philosophie. Merci. Je m'adressais à ce rosicrucien, Dr Etundi, qui a plus d'une casquette. Il est didacticien, pédagogue par ailleurs. Alors, Dr Etundi, toi, tu seras forcément docteur pour suivre les pas des aînés.
dans le sens de la sagesse, il dénonce, il décrit le conditionnement mental des maîtres de l'ombre. Il nous enseigne les bolcheviks, il nous enseigne la Première Guerre mondiale, Hitler et tout le reste. Il pense que l'Africain n'a pas besoin de ça pour son autoréalisation, que c'est de la manipulation mentale par l'image, passant par le système éducatif. D'accord. Ce que je veux dire, ce n'est pas par rapport à Toth. Parce que Toth, c'est on pourrait dire, un individu parmi tant d'autres. Individu? Oui, un individu, c'est-à-dire un Camerounais, un jeune Camerounais, parmi tant d'autres. Il n'y a rien là-dedans de dépréciatif. Je parle d'un étudiant ordinaire camerounais qui vit ce que j'appelais la schizophrénie, qui l'amène à étudier dans le système occidental, à dénoncer le système occidental à l'aide de la méthode des outils et du raisonnement occidental. Ça signifie que finalement, c'est un énorme paradoxe que nous vivons toujours. Enfin, je voudrais continuer. Ah, merci, monsieur. Appelez ça un jeu, mais quand je parle de schizophrénie, je vois la distance qui nous sépare de la réalité de ce qu'on s'imagine. Nous avons un idéal, nous voulons rester africains, mais nous comprenons bien qu'on ne peut pas demeurer africain. Le train a quitté la gare, comme certains le disent souvent. Actuellement, il est question que chaque individu assume son hybridisme. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'afropolitisme. À l'heure où nous parlons, nous ne sommes plus à l'ère de la négritude. L'afropolitisme qui veut enraciner l'Africain dans toutes les expériences qu'il a vécues, bonnes ou mauvaises. Parce que, voyez-vous Nathan, nous sommes sur Terre et il n'y a pas de hasard. Lorsque l'individu traverse une expérience, il a attiré le bien de cette expérience. Malheureusement, nous voyons comment les Africains tournent le dos au côté que je pourrais mettre entre guillemets positif de la rencontre des civilisations qu'il y a eu. Ce n'est pas le point de vue des fondateurs du panafricanisme. Lorsque vous lisez Kwame Nkrumah, vous vous rendez compte que Kwame Nkrumah envoie les Africains chercher ce qu'il y a de positif dans la civilisation occidentale. C'est le cas de Kwame Nkrumah. C'est le cas de Cheikh Anta Diop. Malheureusement, les panafricanistes lisent Cheikh Anta Diop par rapport à ce qui leur plaît. C'est encore le cas d'autres auteurs, comme Cheikh Hamidou Kane, que j'aime citer ici, qui a envoyé par la voie de la Grande Royale les Africains à aller apprendre à l'école occidentale l'art de vaincre sans avoir raison, aller apprendre l'art de lier le bois au bois. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Soit parce que nous avons été incapables d'arriver au bout de la mission, nous faisons un rétro-pédalage. Docteur Etondi, si on reste sur le thème qui nous intéresse davantage, qui est conditionnement mental par l'image et l'éducation, la question est donc de savoir, et même si on s'en tient à ce qui a été dit par vos prédécesseurs en majorité, je vais citer Maître Branham, Djibokas et même Toth, que les enseignements qui nous viennent d'ailleurs sont des enseignements conditionnés par des maîtres du monde qui imposent ces enseignements aux Africains, aux pays du quart-monde. Ça, dès qu'on l'a constaté, parce que ça, c'est un constat que tout le monde peut faire. Et rassurez-vous, même là-bas en Occident, les programmes connaissent souvent une révision en fonction des besoins et des attentes des populations. Rien n'interdit les Camerounais de renouveler leurs programmes, de les adapter à la réalité d'aujourd'hui. Rien ne nous interdit. Malheureusement, voici ce qui se passe. Les derniers états généraux de l'éducation au Cameroun datent de quelle année? Nous sommes en 95. Depuis lors, l'eau a coulé sous le pont. Rien n'est fait. On nous a vendu, il y a 2 ou 3 ans, le Forum national de l'éducation. Ça ne s'est pas tenu. Vous voulez accuser les Occidentaux, pourquoi? Alors que c'est des choses que nous devrions faire nous-mêmes pour réécrire les programmes, pour les adapter à nos besoins. À l'heure actuelle, partout en Afrique, on entend bien le cri qui dit oui, nous voulons connaître nos réalités, nous voulons connaître nos réalités. Docteur Mais Etondi, dès qu'on on l'a ne dit, fera pas une fixation sur le panafricanisme. En revenant sur le thème qui nous intéresse, le président Paul Biya a quand même inscrit un comité ad hoc scientifique d'envergure avec professeur Koumandoumbé III et bien d'autres intelligences. J'étais d'ailleurs ce jour à l'ouverture bien sûr de ces travaux pour la réécriture de l'histoire du Cameroun. Pensez-vous qu'un sage, un patriarche, un homme guy comme le chef de l'État se serait trompé quand on sait que le professeur Aboua a dit
que l'histoire qu'on a enseignée dans les facultés, que vous enseignez aux élèves, puisque vous êtes enseignant, est une histoire qui donne la vérité à 2%. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites dans ce déconditionnement que les uns et les autres, excusez-moi du néologisme, sont en train de mettre sur pied? Non, mais je ne peux pas contredire la volonté du chef de l'État, l'acte qu'il a commis. Je ne peux regarder ça qu'avec un regard positif. Je peux regarder ça qu'avec, j'allais dire, une vision positive, pour ne pas avoir à faire la tautologie. Et je définis en quelque sorte la révolution qui doit être faite, celle de réécrire notre histoire. Mais attention, Nathan, je vous assure, moi, en tant que didacticien, je pourrais vous dire que ce n'est pas en réécrivant, ce n'est pas seulement en réécrivant l'histoire que nous arriverons à résoudre nos problèmes actuels. Parce que les défis viennent de tous les côtés. Pendant que nous serons dans le passé, une évolution vers le passé, le présent nous interpellera et plus encore le futur. Et je vous assure, lorsque nous n'enseignons pas aux Africains des notions de géopolitique, d'intelligence économique, on fait un grand tort parce que il y a ce qu'on pourrait appeler une guerre mondiale en termes géoéconomiques, en termes géopolitiques, en termes géoculturels. On doit enseigner aux jeunes Africains, aux jeunes Camerounais, à décrypter le rapport de force qu'il y a de nos jours, à décrypter les forces en présence et à définir une intelligence pour notre continent et pour notre pays. Si on n'en reste qu'à l'histoire, je trouve que ce ne sera pas une façon de nous rendre aptes à résoudre les problématiques actuelles. Merci. On va rentrer dans le thème qui nous intéresse. Merci pour cet exposé. En rappelant aux téléspectateurs que ceux qui nous regardent hors du Cameroun, vous pouvez réagir aussi au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, suivi du code éducatif du Cameroun qui est plus 238. Alors, Maître Marina, on parle ici de la psychologie sombre et vous en tant qu'hypnothérapeute, on enseigne comment on implante une idée dans l'esprit de votre interlocuteur sans qu'il ne s'en rende compte. Alors, à partir du système éducatif ici, comment est-ce que cela peut être possible de greffer des idées, de greffer des images dans le subconscient des jeunes apprenants sans qu'ils ne s'en rendent compte et deviennent des robots plus tard, voire des bombes sociales? Oui, c'est en fait ce que nombreux ne savent pas, c'est que l'inconscient, notre inconscient évolue par association d'images. Par exemple, si je dis ne pensez pas à un chien blanc, et je peux vous rassurer que tout le monde ici va penser à ce chien blanc. Donc tout ce qui est inconscient s'imprime automatiquement. Donc comment on peut imprimer des images dans l'inconscient collectif? À partir du système éducatif, dès la tendre enfance. Dès la tendre enfance, en fait, c'est parce que il y a ce fonctionnement de l'inconscient qui capte les images qui sont inconscientes en fait. Il y a des symboles qui captent les images qui peuvent représenter des symboles. Donc, le fait de capter ces images, elles sont enregistrées dans l'inconscient, elles sont enregistrées dans un disque dur. Au fil des années, la personne va évoluer avec ces images. Et ces images vont conditionner sa manière de faire, sa manière de se comporter en société. Quoi qu'on fasse, j'apprécie ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le président de la République. Quoi qu'il fasse, c'est inscrit dans la mémoire collective de l'Africain, du Camerounais, ce type de comportement, c'est-à-dire aller toujours vers l'occidental, aller toujours vers ces personnes qui nous donnent comme des oisillons, hein, qui nous nourrissent, voilà, qui nous nourrissent d'informations. Voilà. Merci. On va faire un tour du côté de la régie pour prendre cet élément du pasteur Ndouk qui a également réagi par rapport à la thématique de ce soir. Et on revient à vous, Maître Brana, Tot Djiboka Sowona. Cela peut paraître relativement moins obvi pour certains, mais en réalité, la manipulation mentale a bien évidemment pignon sur rue, même dans le système éducatif. En réalité, tout commence avec ce qui est écouté, l'audition,
Et même l'écriture est mise à contribution dans la manipulation mentale dans le système éducatif. Le grec graphé indique bien, nous avons obtenu les mots graphisme et graphique au travers du mot en question pour parler d'écriture. Pour ici signifier qu'en réalité, avec l'écriture, la vue est interpellée, l'intelligence et même l'imaginaire au travers de la construction d'images mentales sont mises à contribution dans la manipulation en question. Mais pour mon propos, je vais simplement prendre 2 exemples illustratifs de la manipulation mentale dans le système éducatif. Premier exemple, il s'agit de l'éducation sexuelle. Nous pourrions dire l'éducation sexuelle précoce. Alors, dans le cadre de cette éducation sexuelle et de ces enseignements, vous allez remarquer qu'en réalité, on va confronter les tout petits, 4, 5, 6 ans, 7 ans, bref, tous les prépubères, à un certain type d'enseignement sur la sexualité. Alors, c'est à se demander, est-ce que ça arrive à point nommé? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est moral en réalité? Est-ce que c'est le message en réalité que ces tout petits ont besoin d'entendre à cet âge fragile en question? On va leur parler de l'anatomie sexuelle humaine, on va leur décrire les parties génitales, on va même indiquer pour chaque partie génitale ou caractère sexuel secondaire, dans une certaine mesure, à quoi ça sert dans la sexualité, dans l'acte sexuel. Vous voyez, on pourrait se demander, mais est-ce que ces jeunes hommes ont besoin de savoir ce qu'on fait d'un pénis, ce qu'on fait d'un clitoris, ce qu'on fait de ci ou de ça dans l'anatomie sexuelle? Alors, l'enjeu, en réalité, dans le cadre de la manipulation mentale, c'est de les conditionner tant au niveau du conscient que de l'inconscient à une manifestation lubrique précoce, c'est-à-dire à s'investir dans la sexualité de façon prématurée. Alors, ne vous étonnez donc pas avec de tels enseignements que nous en arrivons à une situation sociale où l'innocence est prématurément déjà volée à ces tout petits, et on va voir de même l'apparition d'un certain nombre de grossesses indésirées, de pertes, une manifestation de perte de virginité de même aussi prématurée, et les enfants seront beaucoup plus enclins à s'investir dans des activités sexuelles de façon précoce. Et ça, c'est pas quelque chose à encourager, vous conviendrez avec moi. Et de même, dans le cadre de ces cours d'éducation sexuelle, vous remarquerez qu'il y a même des enseignements sur l'altersexualité, c'est-à-dire que cette forme de sexualité totalement déviante, où on va leur dire par exemple, écoutez, il y a cet orifice-là, voilà, qui ne sert pas qu'à son usage naturel et qui pourrait être utilisé dans le cadre d'une autre forme de sexualité totalement déviante. Vous voyez, donc on les conditionne d'eux-mêmes, dans leur innocence, à pouvoir dans le futur adopter cette forme de sexualité totalement déviante. Je parle ici de la sexualité sodomite, vous l'auriez imaginé. Et vos réactions sont toujours attendues au numéro qui s'affiche au bas de petit écran. On lira tout à l'heure. Donc, Maître Brana, pasteur, le théologien libre, Ndouk, vient de nous faire un exposé magistral. Et d'ailleurs, la plupart des livres au programme présentent naturellement à l'enfant un certain nombre de choses qui, à notre époque, pour nous les nés en 80, c'était vraiment pas ça. C'était tabou. On présente un enfant de 5 ans, les parties génitales, on y présente la sexualité normale et même parfois l'infrasexualité. Est-ce qu'on peut dire que là, on est en train de le conditionner à partir du système éducatif? Nathan, tout dépend de ce que, l'éducateur recherche ou encore le système éducatif et de par sa culture recherche. Si elle est faite de manière consciente à partir des études, ce que je doute fort bien, pour comprendre que peut-être avec l'évolution, nos enfants, à l'âge de 12 ans ou en 5e, comme il disait tantôt, ou 4e, sont beaucoup plus évolués qu'avant et que c'est pour cela qu'on a décidé de leur en parler tôt. Là, c'est une chose. Maintenant, ce que je doute fort bien, c'est qu'il n'y ait pas eu d'études qui prouvent que les enfants à cet âge-là en ont besoin, surtout qu'ils parlent de 5 ans, 7 ans. Alors là, Nathan, c'est à dénoncer. Pourquoi? Je le répète encore, comme disait ma sœur Marissa ici. Marina ici.
nous sommes conditionnés, le paradigme que nous portons en nous d'ailleurs, que nous cherchons à déconstruire, si elle ne nous sert pas, nous a été inculqué de par notre éducation, notre environnement, notre culture, qui veut dire que tout ce qui nous a été exposé à travers nos 5 sens, ce que nous avons vu de nos yeux surtout, et ce que nous avons entendu, les 2 là, et plus les 5 autres, les 3 autres, sont ceux qui feront notre paradigme pendant que nous grandissons. Et c'est sur la base de notre paradigme, qui est en fait l'ensemble de nos croyances, que nous percevons la vie. Et c'est par rapport à ça que nous faisons des choix consciemment, mais volontairement, mais généralement inconsciemment. Et cela dit, si c'est dans le cas, nous devons donc éviter à nos enfants, comme disait Marissa ici, si je veux que vous changez, par exemple les églises, qui veulent que les gens changent, mais qui disent les thèmes, par exemple, nuit de délivrance, esprit de Satan sort de ce corps, esprit de démon sort de ce corps, voyez-vous, et les adeptes répondent, Amen. Pour moi, métaphysicienne mystique, vous venez de dire, oui, vous avez l'esprit de diable. Oui, vous avez l'esprit de démon. Et cela dit, la preuve est que tous les pentecôtistes, la majorité des personnes qui font les nuits de délivrance vont toujours de malheur en malheur, vont d'accident en accident, rêvent la nuit mal et reviennent à l'église témoigner qu'ils ont rêvé mal, mais Dieu a fait que ça s'est retourné. J'ai fait un accident, j'ai failli mourir, mais Dieu a fait que je suis revenu ici. Pourquoi? Parce qu'on les conditionne sans se rendre compte. Et eux aussi, volontairement, sont à la mise du pasteur ou de l'église sans se rendre compte, mais inconscients, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la loi de cause et effet, ils ne connaissent pas la loi de correspondance, ils ne connaissent pas la loi de vibration. Ils ne savent pas que la vibration qui est émise dans cette salle, ce jour-là, cette heure-là, est ce qu'ils vont subir le lendemain, car cela va devenir l'ensemble de leurs croyances, qui est donc le paradigme à eux, qui demain matin, quand ils vont vouloir entrer dans la voiture pour aller au village, ils vont d'abord se rappeler, on a même dit qu'il y a l'esprit d'accident en route, il faut que je fais ma prière. Pour que je m'asseye bien. Et pendant que la voiture roule, elle ne fait que voir l'accident. Le chauffeur, il faut qu'il conduise bien. Et elle ne se rend pas compte que c'est donc elle, de par la loi du mentalisme, qui est en train de mettre la voiture dans un état d'accident. Et d'où, quelque part, en chemin, la plupart dans la voiture, parfois, sont en train de penser accident. Et c'est là où la voiture fait l'accident. Donc, pour conclure, Nathan, nous devons éviter à nos enfants, depuis le bas âge, de ne pas regarder, de ne pas écouter, de ne pas manger, de ne pas toucher ce que nous ne voulons pas, car tout est vibration, et de par la loi de vibration, tout ce que nous touchons devient notre prochaine fréquence et nous rapportera physiquement ce à quoi nous avons cru, penser ou toucher la nuit d'avant ou les années d'avant. Merci. Voilà. Toi, on revient sur le système éducatif qui est d'ailleurs notre cheval de bataille ce soir. Vous avez suivi le théologien libre Nouk, qui a évoqué un certain nombre d'aspects. Oui. Alors ici, on se souvient qu'il y a 2 ans, un programme a failli être introduit en classe de 4e, en classe de 5e, où on enseigne aux jeunes enfants ce que c'est que la fellation, qu'est-ce que c'est que la fellation et autres. Donc, la fellation, c'est quoi? Il faut le dire, parce que parfois même, c'est-à-dire sucer le pénis d'un homme. Et de l'autre côté, ce que c'est que j'ai le cunul lingus, c'est-à-dire c'est des choses vraiment. Nous avons des petits enfants. On a failli, puisqu'il y a un ouvrage qui a failli être. Les gens ont vivement contesté cet ouvrage. C'est pour ça qu'il a été mis de côté. Voilà, donc c'est vraiment très dangereux. Il faut que les gens soient très vigilants. Je reviens donc sur le système éducatif en précisant ceci, que un peuple qui n'a pas l'initiative scientifique, l'initiative historique ne peut rien produire. J'ai entendu un discours tout à l'heure qui a taxé les personnes sur ce panel de schizophrènes. Je ne vais pas entrer dans ces bassesses, je vais rester sur le plan scientifique en parlant pour le compte du peuple noir qui nous écoute actuellement. Nous parlons pour le monde entier. Hein. D'ailleurs, on a des réactions qui nous viennent un peu partout. Oui, bien évidemment. Mais rassurez-vous, le problème sera réglé très vite. Oui, vous savez pourquoi je précise pour le peuple noir? Parce que la France n'a pas les problèmes que nous avons. La Chine n'a pas les problèmes que nous avons. Ils ont leur type de problèmes qui sont résolus par des spécialistes chez eux. Nous sommes des spécialistes d'abord pour notre peuple, même si plus tard on peut établir un dialogue entre les cultures. Mais nous sommes d'abord des spécialistes, des techniciens pour notre peuple. On gère d'abord les comptes de notre peuple. Donc en disant ceci, je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut faire ce qu'on appelle une fuite en avant, c'est-à-dire courir. Non, nous sommes dominés, il faut aller chez l'autre, arracher. Oui, c'est de ça que je parle, c'est le système éducatif que je parle. Parce que lorsque quelqu'un te dit, allez chez le blanc, allez arracher la technique, la science et autres,
ça veut dire que d'après lui, la technique, elle est occidentale. C'est ce que ça veut dire. Mais si nous savons, au fond, que ce n'est pas l'Occident qui a produit la science, l'Occident n'est qu'héritière d'une longue histoire de l'évolution de la science. Et si l'Occident fait ce qu'il faut aujourd'hui, avec une idéologie sous-jacente, parce qu'il faut préciser qu'à l'intérieur de la science, il y a aussi l'idéologie. La science se fait toujours sous la base d'une idéologie. Ça, c'est très important pour les jeunes étudiants qui nous écoutent. Donc, dire que la science est universelle, c'est biaiser un peu l'information. Maintenant, si on revient sur quelques faits, le calendrier, la question est celle de savoir. Je suis en train de parler du système éducatif. On ne va pas mélanger tout, puisque là vous mélangez tout. Je parle du système éducatif. Si on revenait sur le système éducatif et le mode de conditionnement, et vous chutez par là. Je parle donc du système éducatif en disant que ce système éducatif doit être impulsé par les génies et les intelligences locales. Parce que la science n'est pas occidentale. Tout ce que l'Africain a fait, même dans sa culture, est scientifique. Merci Todd. Merci Todd de bien vouloir comprendre que l'émission Au cœur des mystères n'est pas un procès contre l'Occident, où le thème de ce soir, c'est manipulation par l'image, le conditionnement par l'image et l'éducation. Ça veut dire que ça concerne toutes les civilisations. Alors Ndjiboka Sowona, on ne fera pas une fixation, c'est bien de recadrer. L'émission n'est pas là pour faire l'apologie de l'Afrique ou pour dénigrer les autres. Nous avons un problème d'ordre mondial. Et ici, on parle du système éducatif avec ces programmes de dépravation subliminale qui peuvent impacter sur les tout petits et avoir des conséquences désastreuses dans l'avenir. Bien, merci. Je voudrais d'abord tirer un coup de chapeau au chef d'État camerounais et qui a pensé à la réécriture de l'histoire de son pays. Mais qui dit réécriture est une manière tacite de reconnaître que ce qu'on avait comme histoire était fausse. Et je lui tire donc un coup de chapeau pour ça. Voyez-vous, M. Macaulay, anthropologue britannique, a reconnu qu'il a voyagé partout dans le monde et qu'il n'a pas trouvé un peuple aussi civilisé que celui africain. Il précise que pour venir à bout de ce peuple, il faut détruire sa colonne vertébrale qu'est sa spiritualité. Et vous savez comment ça fonctionne? Permettez-moi de vous le rappeler. Nous avons un lien avec l'éducation? Pardon? Nous avons un lien avec l'éducation. Mais bien entendu, nous parlons là de la colonne vertébrale d'une civilisation. Allons-y. C'est l'éducation qui donne une civilisation. Alors, vous allez observer, premièrement, c'est pourquoi je suis un tout petit peu... Vous me dites que Kwame Nkrumah a dit qu'il fallait rencontrer les civilisations. C'est des conneries, ça. Kwame Nkrumah est loin d'être mon idéal. J'ai un mémorial, j'ai un cerveau qui me permet de réfléchir. Pourquoi je dois dire ce que Kwame Nkrumah a dit? Et c'est ça le plus grand drame du système éducatif mondial. On vous oblige à dire ce que les autres ont pensé, alors que vous avez vous-même un cerveau pour penser. Pourquoi je dois penser comme Kwame Nkrumah? Non, je n'ai pas à penser comme Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah pensait comme qui? Ainsi pour dire, voyez-vous, je n'ai pas envie de contredire un docteur. Mais, nous sommes sur la tribune de la dissidence. Malheureusement, le docteur va devoir affronter la vérité. Docteur Etundi. Je ne sais pas si c'est le docteur Etundi. Le passé ne se construit pas. C'est le présent qui se construit à partir du passé et le futur se construit à partir du présent. Lorsque j'entends un docteur me dire qu'il faut oublier le passé, mais ça me met des larmes aux yeux. On ne peut pas oublier le passé. C'est avec le passé qu'on construit le présent parce que nous nous appuyons sur les erreurs du passé pour corriger notre présent. Nous nous appuyons sur les avantages du passé pour impulser notre présent. Ceci dit, lorsqu'on parle de système éducatif, je n'ai pas envie de mettre ici en lumière ce qui est censé être appelé les accords coloniaux. Regardez. Tu parles des accords de coopération? Je parle des accords coloniaux de coopération. Je ne veux pas enlever le mot colonial. D'accord. Observez que si vous entrez dans notre système éducatif, on parlait des pays sous-développés. Qu'est-ce que c'est? Des pays du tiers-monde. Qu'est-ce que c'est? Des pays en voie de développement. Qu'est-ce que c'est? Des pays émergents. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'entretenir toujours une frange de la population dans un état de domination. Et lorsque vous acceptez ça, vous reconnaissez que vous êtes en marge du développement. Tenez, combien de personnes savent que l'électricité que nous utilisons ici
est le cas du génie des Noirs? Combien de personnes savent que le feu rouge que nous avons en route est le cas du génie des Noirs? Combien de personnes savent que le téléphone qu'on utilise à travers le monde entier est le cas du génie des Noirs? Pourquoi ne pas le dire? Il faut enseigner cela à l'école. On ne doit pas le cacher. Alors qu'on vante les mérites de Napoléon, on vante les mérites de Bonaparte, et quand on essaye de vanter les mérites des Noirs, c'est des Noirs qui viennent encore nous dire « Oh, c'est du passé ». Mais Napoléon, ce n'est pas le futur. Bonaparte, ce n'est pas le présent. Tout ça, c'est le passé. Voyez-vous? Et si vous comprenez que ce qu'on enseigne à nos enfants, on les apprend à devenir des derniers. On les apprend à accepter qu'ils ne sont nuls. J'ai envie de poser une question, et je chute par là. Comment un peuple pauvre nourrit l'ensemble des peuples riches? D'accord, merci. Bonsoir, King Nathan. Je regarde chaque jeudi et j'aime beaucoup votre émission. Elle m'éduque tellement. Très bonne réaction de Maître Brana Dan depuis Douala. Pardon, numéro de Ndjibokas Oona. Allez vous abonner sur la page YouTube King Nathan Amougou. Voilà, voilà, vous allez retrouver des intégralités. Bonsoir, monsieur Amougou. Il faut savoir que l'Occident n'a rien apporté à l'Afrique quand nos programmes scolaires universitaires ne sont pas considérés en Europe. C'est Gina Followi depuis Togo au Lomé. Bonsoir King Nathan. J'adore toutes les interventions de Pasteur Ndjibokas. Il est toujours très grand présent d'esprit. Sema Emmanuel. Merci. La dame en blanc, elle s'exprime exactement comme Ndjibokas Oona. Ce sont ces deux personnes qui s'entendent beaucoup. Je suis Elundu et Salah. Par rapport au thème aujourd'hui, nos programmes utilisés nous ont été imposés par l'extérieur, ce qui ne reflète pas la réalité de notre histoire. Bonsoir, monsieur Amougou. Je pense que les Africains sont conditionnés par nos systèmes éducatifs en Afrique, mais avec l'évolution de la technologie, les médias, surtout de nouveaux médias sociaux, conditionnent plus les jeunes Africains. L'Africain doit s'ouvrir aux autres cultures, mais conserver l'essentiel du sien, ce qui est un exercice difficile de nos jours. Fado depuis Lomé au Togo. Notre ami de Varsovie, le problème sera réglé d'ici très peu. J'aimerais avoir le numéro de la dame en bleu. Là, vous allez vous abonner sur toutes les pages, la page Facebook King Nathan Amougou, ou tout simplement la chaîne YouTube King Nathan Amougou. Bonsoir King Nathan, le signal, on vous a dit, ça c'est très bientôt, on réglera le problème. Voilà. Alors, hein, on va repartir avec vous, mon père, les programmes scolaires. On va revenir sur ces programmes scolaires. Voilà. Vous dites qu'il y a de cela 2 ans, on a failli greffer, c'est vous qui nous avez dit. Oui. On a failli greffer des immondices dans le système éducatif de nos enfants, nos petits frères. C'était pour quel dessein? Si oui, qui a eu cette ingénieuse idée de glisser ces enseignements, je ne pourrais pas dire démoniaques ou sataniques, dans le programme éducatif? Et c'était pour quelle fin? Bon, ça concernait le livre de SVT, des sciences de la vie et de la terre, pour les élèves des classes de 5e. Alors, le problème se posait au niveau des inspecteurs. Ce sont nos inspecteurs, les inspecteurs camerounais, qui ont élaboré ces documents. Alors, en ce qui concerne le système éducatif camerounais, actuellement, c'était à quelle fin? Mettre à la disposition des enfants naïfs? Je voudrais d'abord que nous comprenions une chose. Actuellement, on a au Cameroun ce qu'on appelle l'approche pédagogique par des compétences. Ça veut dire qu'il faut apprendre à un enfant à être compétent dans le plurilinguisme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant n'est pas considéré comme étant tabula rasa, que lorsque vous êtes devant lui comme éducateur, qui ne connaît absolument rien. Il y a ce qu'on appelle dans le système, dans tout système éducatif, le triangle pédagogique. Le triangle pédagogique avec ses 3 sommets, vous avez l'éduqué, c'est-à-dire le sujet à former, vous avez le parent et vous avez l'éducateur qu'il rencontre peut-être dans une salle de classe. Les 3 doivent travailler en synergie. Ce qui fait que si le parent se rend compte que les enseignements, les connaissances que le professeur transmet à son enfant en classe ne sont pas fiables, souffrent d'une certaine ambiguïté, il peut corriger cela. Si l'enfant lui-même se rend compte que ce qu'on lui enseigne, ce qu'on enseigne à l'enfant n'est pas conforme à la science qui doit être au service de la vérité,
il peut réagir. Et si l'éducateur se rend compte que l'éducation, le professeur en classe ou bien le maître, se rend compte que l'éducation qu'on donne à l'enfant à la maison souffre d'une certaine ambiguïté, il peut corriger, il peut apporter des corrections. Donc, c'est un travail qui doit se faire en synergie. Le système éducatif camerounais, je crois que c'est un très bon système éducatif. C'est seulement que nous devions nous mettre au travail. Nous devions nous mettre au travail à tous les niveaux. Que les enseignants sortent des livres qui cadrent avec nos réalités. Maintenant, l'Occident, si vous voulez qu'on en parle, nous a donné des clés de lecture. Et nous-mêmes, nous avons des structures ouvertes, des structures d'accueil. On a accueilli ces clés de lecture-là, on doit les exploiter pour pouvoir nous épanouir intellectuellement et scientifiquement. Alors, avant de passer la parole au Dr Etundi, alors, toute méthode d'approche par compétence, ce sont des nouvelles méthodes. Ça veut dire que la fellation ou le CNU linguiste, il ne sait pas quelle est la compétence que l'apprenant, qui ne sait pas de quoi il est question, pourra faire montre. Il faut d'abord préciser ce que nous déplorons beaucoup plus ici sur la terre africaine, c'est que la plupart des gens qui viennent en tant que spécialistes sont formés d'ailleurs. La méthode et l'approche par compétence, y compris le système LMD. Tout ça, ça vient du Canada, ça vient de l'Angleterre, ça vient de... Et ce sont les gens qui ont supposé avoir été formés là-bas, qui arrivent et qui jouent les rôles des professionnels. Et pourtant, je ne veux pas les taxer d'aliénés, qui sont totalement déconnectés de leur réalité culturelle et qui veulent venir greffer une réalité inadéquate à la réalité qu'ils viennent trouver sur place. Merci, Dr Etundi. On parle d'un système par compétence. L'approche pédagogique par les compétences. Approche pédagogique par les compétences. Les APC. Alors, dans ce qui a été dénoncé, parce que ce père Mikala qui a parlé de cet ouvrage, ça veut dire qu'il y a... voilà, c'est pas passé. Le but n'est pas entré. Et les Camerounais se sont soulevés, tous comme un seul homme, pour dire non, on ne devait pas enseigner ça à nos enfants. Ces APC, avec ce qu'on a introduit là, pouvaient aider un jeune apprenant en quoi? Le cunnilingus, la fellation et toutes ces autres pratiques immondes que je ne pourrais même pas sortir de ma bouche. D'accord. Vous savez, les questions d'éducation sont, à mon avis, très délicates. Et lorsque nous parlons, par exemple, des approches, ce n'est qu'une approche, ce n'est même pas une méthode. En Occident, où j'ai enseigné, les approches par compétence font partie d'un arsenal d'approches. Et il appartient à l'enseignant d'utiliser en fonction de la discipline, en fonction de son public et en fonction des attentes institutionnelles, l'approche qui convient le mieux. Parce que voyez-vous, dans un cours de philosophie, il est très difficile de parler d'approche par compétence, parce que ça ne servirait à rien d'essayer de tordre le cou aux méthodes qu'on qualifierait de classiques pour pouvoir parler d'approche par compétence. Et pour le cas d'espèce, donc, je vais donc comprendre, lorsqu'on enseigne à un enfant la fellation, le cunnilingus, la compétence ici peut se dégager à quel niveau? Il ne s'agira nullement de compétence. Et l'approche par compétence, est-ce qu'elle peut être appliquée à ça? Parce que la seule approche par compétence serait essentiellement pratique. Et les salles de classe de la République du Cameroun ne sont pas adaptées à ce type, si vous voulez, de Pratiquer la fellation. Donc, excusez-moi. Alors pourquoi commencer donc à l'enseigner ça, si cette approche par compétence peut dégager des limites? Ben non, cela n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu des hommes avertis qui ont stoppé le processus. Et nous disons, ce que nous réclamons, ce qui est effectivement des états généraux de l'éducation. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans une approche presque événementielle de l'éducation. Comme vous disiez tout à l'heure, des inspecteurs arrivent et disent, désormais, c'est l'approche par compétence. Cela n'est pas soumis à la volonté du peuple camerounais, parce que on ne devrait mettre au programme que ce qui a été accepté par le peuple camerounais. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est le cas. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles approches, nous découvrons de nouveaux contenus, etc. Les parents découvrent ces contenus lorsqu'ils doivent aller acheter des livres. Et nous disons que ce n'est pas ce qui devrait se faire. Ce n'est même pas une commission, fût-elle éclairée, qui devrait arrêter
à la fois les contenus et les livres qu'on doit mettre au programme. Alors, docteur Etundi, si ce but entrait, comme on le dit au jargon sportif, que deviendraient nos enfants? Puisqu'ils sont très peu de parents qui parcourent même le contenu des manuels scolaires de leurs enfants. Oui, je suis en train de dire une chose. Après la condamnation, moi je suis un éducateur. Après la condamnation, il faut qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire. Pour moi, on devrait anticiper sur ce type de situation et non en faire un drame national. Pourquoi c'est le drame national? C'est parce qu'à la base, le protocole est déjà détestable. De souhaiter que ce soit quelques individus qu'on va appeler commission de je ne sais pas moi quoi. Commission du livre. Oui, de commission du livre qui détiennent le monopole du choix des livres de la République. Conditionnement mental? Non, c'est pas un problème, c'est juste une faute. Moi, je vous dis, c'est une faute procédurale. On devrait, selon les politiques éducatives, parce que nous avons appris comment les politiques éducatives s'élaborent. Nous avons appris comment les programmes scolaires s'élaborent, comment ils se déterminent. Et nous disons que ce n'est pas la bonne manière que nous pratiquons au Cameroun, tout simplement. Si vous voulez, c'est le contenu d'hier qu'on a essayé d'anticiper, d'écarter. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres tout aussi détestables. Mais pour éviter cela, il faudrait faire les choses comme elles doivent se faire. Malheureusement, à l'heure actuelle, le consensus n'est pas fait sur l'éducation au Cameroun. Chacun se croit outillé pour parler d'éducation. Or, l'éducation est une question d'expertise d'abord. Moi, j'aime sur le plateau tout ce qui parle au nom de l'éducation. Mais je vous dis, les sciences, il y a des sciences qu'on appelle les sciences de l'éducation. Et sur le plateau, par exemple, quel que soit ce que vous voudrez, vous avez quelqu'un qui vous parle de l'hypnose. Vous disiez hypnose quoi, madame? Hypnothérapie. Oui, hypnothérapie, ça signifie qu'on peut aller au-delà du côté artificiel de l'éducation. Parce que j'entends des voix lorsqu'il y a un scandale. Oui, les épreuves ont fuité et ça devient un drame national. Un pays ne peut pas se gérer pédagogiquement comme cela. Le bon pays qui veut effectivement prendre en charge son éducation doit rassembler tous les fils de ce pays qui ont une quelconque compétence. Vous ne pouvez pas me dire que Maître Brana n'a rien à dire lorsqu'il s'agira d'éduquer les jeunes Camerounais, que Marina ne pourra pas apporter son point de vue. Malheureusement, nous faisons de la fixation sur ce que j'appelle le contenu nègre. C'est-à-dire que nous avons décidé que ce n'est que ce qui est nègre qui doit entrer dans nos programmes. Ça aussi, ça se discute. Ça se discute en commission, ça se discute lors des états généraux. Ici, sur le plateau, il n'est pas question que quelqu'un ait raison. Qu'ils disent oui, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ce n'est pas ici. Il faudrait des états généraux avec toutes les intelligences, toutes les sensibilités du Cameroun pour qu'effectivement on puisse définir ce qui relèverait de notre politique éducative. N'arrêtons pas ça ici. Ici sur le plateau, moi j'espère qu'il y aura une impulsion qui fera en sorte que ce ne soit pas ma voix qui soit prépondérante, mais la voix de tout le Cameroun à travers ses enfants qui se réunissent pour pouvoir parler d'éducation nationale. Merci. Bonsoir les panélistes. Je suis très fier de l'éloquence des deux Amazones. Bernadette, comment faire pour bénéficier de leur science hors mondo, vision, paix et respect? À vous tous, Igrissa depuis le pays de Thomas Sankara. Bien des choses à toi, Igrissa depuis le pays de Thomas Sankara. Bonsoir King Nathan. J'aime beaucoup votre émission car elle éduque beaucoup. Courage et longue vie. Joseph depuis le Bénin. Alors, Maître Brana, à partir des images et des programmes scolaires, vous avez suivi au Cameroun, existerait-il donc des techniques pour créer un état mental qui permette aux élèves d'être prêts à accéder à certaines idées sans le vouloir, au-delà de ce qu'on a eu à stopper, puisqu'on dit qu'on a stoppé un ouvrage que certains, que certains voulaient faire passer d'une manière, par infraction, pour apprendre à nos enfants un certain nombre de choses bizarres. Oui, déjà Nathan, il faut dire que... Donc, comment faire passer donc... Est-ce qu'il y a des techniques pour faire passer le message aux enfants sans qu'eux-mêmes n'acceptent ça? Mais déjà, il faut dire qu'on n'a même pas besoin de réfléchir. Et je suis sûr qu'on ne réfléchit même pas par rapport aux enfants en Afrique particulièrement pour leur imposer un message qu'on veut passer. Pourquoi? Parce que déjà à la base, comme disait ma soeur Marina ici, nous sommes nés et nous avons fait beaucoup de choses en grandissant sans notre propre volonté. Ça veut dire que la plupart de nous autres, de nos enfants, et nous autres, avant ce que Marissa appelait ici, quand elle fait une régression, tu retrouves les traumatismes que tu as eus, donc on appelle ça généralement l'enfant intérieur. Donc la plupart de nous tous, nos enfants et tous nos hommes politiques et tous inclus, ont l'enfant intérieur. C'est quoi l'enfant intérieur? C'est généralement
une adolescence qui n'a pas été bien adressée, ou alors une enfance qui n'a pas été bien adressée. C'est-à-dire que pendant qu'il fallait qu'on vous chérit, on ne vous a pas chéri. Pendant qu'il fallait qu'on vous laisse être curieux, l'enfant de 2 ans, 3 ans, qui commence à ramper et qu'il tire tout sur une table, on ne lui a pas permis d'être curieux. On l'a plutôt tapé et donc il n'a pas pu vivre l'âge de 2 ans, 3 ans. Et alors en lui, il ne peut donc pas exprimer sa volonté quand il est grand. Donc du coup, à l'école même, il est taré. Et qu'on lui présente un programme qui est contre son gré ou pas, il n'a que du respect que pour l'enseignant qui est devant lui. Il ne peut pas mettre sa volonté en pratique. Car l'enfant intérieur en lui ne l'a jamais appris, il n'a même pu mettre en exergue sa volonté personnelle. Donc pour tout dire, Nathan, dans nos pays, particulièrement en Afrique, nous ne pouvons même pas contester, on n'a même pas besoin de stratégie pour analyser honnêtement avant de pouvoir donner un programme aux enfants qu'on ne veut pas. Comme pour dire, tout ce qui est passé par exemple avec le livre, si ce n'était pas des adultes, ce livre-là serait passé. Et les enfants l'auront lu. Et quelle serait donc la conséquence? Bien évidemment, la conséquence... Nous sortons, nos équipes Vision 4 étaient aujourd'hui du côté d'Ombessa, où des jeunes, des adolescents de 17 à une vingtaine d'années passent le temps à violer des mamans du 3e âge. Une maman de près de 85 ans a été violée et elle a succombé. Une maman de près de 70 ans vient d'être victime. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce que nous voyons, ce qu'on enseigne à ces derniers, qui est la conséquence de cela, ou peut-être la prise des substances psychotropes? Non, c'est pas seulement ça. C'est vrai que l'une des conséquences, la plus grande conséquence, c'est la dépravation claire des mœurs, c'est la dépravation de l'éthique ou de la morale qui devrait normalement régir tout être humain sensé, ou encore être humain conscient. Donc, une fois qu'on est dépravé de ces choses-là, bien évidemment, on ne peut fonctionner que par rapport à ce qu'on connaît vrai dans le sens volontaire, c'est-à-dire que dans le sens volontaire, mais inconscient, parce qu'on a lu ça quelque part, parce qu'on a vu ça à la télé, on a vu ça dans les réseaux sociaux, et je suis sûr, Nathan, que parce qu'on n'a pas ça dans notre enseignement aujourd'hui, ces enfants-là, c'est dans les réseaux sociaux qu'on trouve facilement de la pornographie. On trouve tout dans les réseaux sociaux. Dans YouTube, tu peux t'acheter, tu peux te permettre d'acheter ce que tu veux ou d'avoir ce que tu veux, un coup d'argent. Donc, on va dire que les conséquences sont vraiment la dépravation totale, déjà de l'être humain dans son ensemble complet. Quand mentalement on est touché, on devient émotionnellement instable. Et quand on est émotionnellement instable, le physique suit, les impulsions physiques prennent le dessus. Et voilà comme ça qu'on peut se permettre de se jeter sur une maman, sans se gêner, et avec l'enfant intérieur probablement, qui peut-être n'a pas été adressé à 15 ans, c'est-à-dire que l'enfant de 15 ans n'a pas vécu son âge de 15 ans, on ne lui a pas permis de voir les petites filles, d'amener à la maison comme amis, alors à 21 ans ou à 18 ans bien évidemment, tout ça, cet enfant intérieur-là peut réagir en lui, et il peut se jeter sur une maman. Donc c'est un ensemble qu'il faut traiter depuis le bas âge. Et donc nous savons que nos parents, dans leur pauvreté, dans leur misère, dans leur souffrance, et encore que d'autres qui ont des moyens sont beaucoup plus, se donnent plus à leur emploi, n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants ou de sentir leurs enfants, de les prendre dans les bras, de les câliner, et dont les enfants grandissent sans cela. Et donc pour peu qu'ils ont une chaleur, qu'ils peuvent trouver une chaleur humaine quelque part, ils se jettent dans les bras. Et donc ça peut être le cas. Voilà. Alors mon père, nous parlons bien sûr de cette éducation. On va prendre quelques réactions qui nous parviennent. Bonsoir King Nathan. Parlons de l'éducation de nos enfants. Pour arriver à quelque chose de bon, il faut une langue locale africaine, car la langue est le vecteur des valeurs morales et culturelles. La réaction vient de la Côte d'Ivoire, mais n'est pas du tout signée. Bonsoir King Nathan. Est-ce la faute de l'Occident ou nos dirigeants ou les organisations de finances ou les organisations qui financent nos éducations si on n'arrive pas à changer nos programmes? Une question importante, monsieur Mayoral depuis le Togo, qui pense que une grosse, en tout cas, un groupuscule d'individus puissants est celui-là qui financerait l'éducation dans le monde, y compris l'Afrique, en imposant leurs désirs, leur volonté, mon père. Vous avez été principal d'un prestigieux collège de Yaoundé, collège de la retraite pour ne pas le citer. Oui, j'ai toujours agi en conformité avec ma hiérarchie. D'abord en m'inspirant d'une lettre encyclique du pape Pie XI qui date du 31 décembre 1929, intitulée Divini Ilius Magistri, c'est-à-dire l'éducation chrétienne de la jeunesse. L'Église a toujours insisté sur le fait que ceux qui sont chargés de l'éducation soient au service de la vérité. Et dès qu'on sort de cette logique-là pour se faire de l'argent, pour s'attirer des suffrages outre mesure, ça peut arriver qu'il y ait des déviations. Et
on est aujourd'hui face à des pourvoyeurs de gains immondes et de plaisirs exaltant le vice. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec des livres tels que celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais ce que je pense est que en Afrique, nous avons des êtres capables, des intelligences capables de revoir notre politique éducationnelle et de l'adapter à notre vie quotidienne pour répondre aux exigences de l'heure. Alors, Madame Arena, nous ne sommes pas encore dans l'approche solutionnelle, nous sommes encore en train de vouloir comprendre même exactement ce qui se passe. Alors, à partir des programmes scolaires, comment arrive-t-on à introduire des contre-valeurs ou des contre-valeurs improductives à l'apprenant qui, demain, lui permettront d'agir sans son vouloir du côté totalement négatif de la vie? Je vais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Maître Branham concernant le conditionnement depuis le bas âge. Voilà. Donc, en parlant d'éducation, déjà, les parents, on va commencer par l'éducation des parents. On peut dire que toute éducation est conditionnement. Voilà, parce qu'un parent, je vous donne un exemple, une mère une mère seule qui décide d'avoir son fiston pour elle toute seule, elle va conditionner ce jeune homme à évoluer en pensant que sa mère, elle est la seule femme, la femme la plus parfaite. Cette personne, en grandissant, adulte, elle va choisir automatiquement des personnes qui s'identifient à sa mère. Et tous ces mécanismes, comme a dit Maître Branham, facilitent ce conditionnement. Donc, l'esprit est ouvert à accepter certaines choses parce que le conditionnement commence à la maison, dans l'éducation à la maison. Donc, et également, je peux ajouter que toute éducation est conditionnement et tout conditionnement n'est pas éducation. Donc, le conditionnement peut être considéré également comme un dressage. Voilà. Et ce dressage, ça s'apparente à ces livres qui sortent. Voilà. On impose ces livres. Ces enfants qui dénaturent l'amour, ils ne savent plus à un certain âge ce que c'est que l'amour. Des enfants qui regardent la télévision en longueur de journée, parce que j'ai constaté il y a quelques semaines, j'ai vu un petit garçon, il passe ses journées devant la télévision. Les enfants ne savent plus jouer, ils ne savent plus ce que c'est que le jeu. Et ces images, ces dessins animés, comme l'a dit... Nous avons la famille Bienvenue chez les Lourdes, où on a souvent deux homosexuels qui sont des parents aimants dans un environnement convivial et les enfants qui... Voilà ces dessins animés. Les enfants qui se retrouvent là pensent que lorsque deux hommes s'embrassent, c'est normal puisque l'ambiance est bonne. Voilà à peu près le genre de dessin qui éduque nos enfants. Que peuvent-ils devenir à force de regarder Bienvenue chez les Lourdes? Ce que je pourrais dire aussi, ajouter, c'est que les parents sont démissionnaires. La plupart des parents, pour avoir la paix, laissent les enfants devant la télévision. Voilà, ils restent là. La conséquence, vous n'avez pas répondu. Une conséquence, puisque nos enfants sont devant la télé. Et nombreux sont ceux qui aiment cette famille. Bienvenue chez les Lourdes. Voilà, cette famille, bienvenue chez les Lourdes, automatiquement, effectivement, ces enfants vont accepter inconsciemment que deux hommes peuvent aller ensemble, deux femmes peuvent aller ensemble, sans entrer dans la polémique de l'homosexualité ou du transgenre. En Afrique, nous avons encore un tout petit peu, nous avons gardé une certaine pudeur. Et on se rend compte que de plus en plus, cette pudeur est en train de s'essioler. Les jeunes filles, les jeunes garçons, à une époque, justement, quand on parle de fellation, à 5 ans, elles font des choses à 5 ans. Voilà, à 5 ans, on retrouve les jeunes filles en train de faire certaines choses. D'accord, ça veut dire que le mal est... Voilà, le mal est déjà là. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que, en parlant de ce livre qui est sorti, il y a beaucoup d'hypocrisie. L'homosexualité est récurrente au Cameroun.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une loi contre l'homosexualité. L'article 347 bis du Code pénal le proscrit formellement. Une Voilà. pratique refusée par le Cameroun, la culture, les traditions, les mœurs et même la loi. Bon, on taxe, ce qui est taxé d'hypocrite, c'est qu'il y a des bars où il y a des homosexuels qui s'affichent et il y a des policiers qui passent et qui repassent, il ne se passe rien. D'accord, merci. Et pour l'instant, certains ont commencé déjà à être dans des prisons, puisqu'il y a eu des procès à succès. Puisque l'émission tire à sa fin, il nous reste une dizaine de minutes. Bonsoir King Nathan. Apparemment, voilà, vous tirez sur Maître Brana. On dit qu'apparemment, la femme en blanc a des problèmes avec les églises de réveil. Vous ferez mieux. D'accord. Un enfant de Christ ne parle pas comme ça, Monsieur Bragg, Voilà, depuis merci. Singapour. Voilà, qui passe la fleur à Maître Marina. Alors, Ndjiboka Sowona, il nous reste très peu de temps sur ce plateau, mais la thématique sur l'éducation ne fait que commencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Éducation par la télévision, les programmes télé qui deviennent des véritables foyers d'éducation et d'imprégnation, d'initiation à l'immoralité, d'initiation à un certain nombre de pratiques refusées par beaucoup de pays, notamment le Cameroun aujourd'hui. Bienvenue chez les Louds, des dessins animés très appréciés par la jeunesse et que les parents, sans savoir le contenu, laissent leurs enfants regarder ces dessins animés. Vous savez, avant de répondre à cette question, j'ai envie de revenir sur un fait. Vous avez parlé d'une maman qui a été violée. Mais que voulez-vous? Lorsque vous avez un chef d'État qui est le plus jeune de sa famille, il est plus jeune que son propre dernier enfant, pour ne pas citer son nom. Vous comprenez que quand un monsieur épouse une femme qui est son aîné de plus de 30 ans, mais ça enseigne, ne dit-on pas que l'exemple vient nous d'en parlons du Cameroun. Oui, mais Nous, justement, Cameroun, vraiment, l'affaire ne s'est pas passée du côté du pays où vous parlez. Nous parlons des faits du Cameroun, Oui, du Boka oui, Sowona, justement, je veux et parler. de manière concrète, Je avant d'aller parlais regarder je parlais, ce qui se je passe pensais ailleurs, que nous nous parlons de parlons ce qui du se passe monde entier. nous, Maintenant que vous venez au Cameroun, regardez dans mon pays, le Cameroun, allez à l'école. Savez-vous pourquoi l'histoire est coefficiée à 1? L'histoire dans mon pays, c'est coefficient 1. 2. Vous savez, c'est l'histoire géocoefficient 2. 2. Mettons 2. L'histoire, c'est Oui, 2. mettons La même 3. géographie, 2. Mettons même 3. Monsieur le prêtre, mettons même 3. Nous avons Et pourquoi le français est coefficient 6? nous avons 3 enseignants. Vous comprenez que... Du Boka Sowona a été professeur de Vous comprenez clairement qu'on a rabaissé le coefficient de l'histoire pour amener les peuples à ne pas s'intéresser à leur histoire. Pour la simple raison que celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Il ne sait pas qui il est. Et s'il ne sait pas qui il est, il ne sait pas quels sont ses droits. Et s'il ne sait pas quels sont ses droits, il ne peut pas les faire valoir. Et s'il ne peut pas les faire valoir, il ne saurait jamais en jouir. J'ai entendu monsieur le prêtre nous parler ici du triangle pédagogique, mais c'est une blague. Ce monsieur prétend qu'un élève a la capacité d'annuler un programme parce qu'il aurait compris que c'était un mauvais programme. Mais c'est de la stupidité au superlatif absolu. Ce monsieur prétend qu'un parent d'élève a le droit, il a dit un parent, il n'a pas dit les parents. Un parent d'élève peut suspendre un programme parce qu'il le trouve nocif. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il fait du programme officiel? Parce que nous sommes, l'élève, le parent sont soumis au programme officiel. Revenons à l'essentiel. Nous prétendons être liés à la hiérarchie. Observez. Ce monsieur, le prêtre, a prétendu être lié à la hiérarchie. Ça veut dire que c'est un homme complètement conditionné. Il n'a rien à dire. Il ne devrait plus venir ici parce qu'il ne parle pas de son propre chef. Il parle, vous voyez, il passe le temps à dire, le colloque a dit, le pape a dit, l'archevêque a dit, mais il n'a rien à dire. Il représente l'église catholique. Mais justement, c'est la preuve qu'il est conditionné au superlatif absolu. Merci. Alors, on va faire un dernier tour de table avec nos amis qui voudraient le numéro de la femme rayée. Voilà, et bon. Alors, Maître Brana, on va commencer par vous en 30 secondes, une conclusion partielle, puisque le système éducatif n'a même pas encore commencé à être touché. La télévision éduque, l'environnement éduque, la famille éduque, l'école aussi éduque.
Oui, bien évidemment, je vais te demander ici aux téléspectateurs et tous ceux qui se scotchent à nous chaque jeudi pour être édifiés, de prendre soin de leurs 5 sens et particulièrement de nos enfants. L'éducation se passe à 2 niveaux, déjà en famille et l'environnement au quartier dans lequel nous habitons. Donc, si vous pouvez déjà couvrir cela à la maison et par rapport à la maison où vous vivez, au moins l'école fait sa partie et vous faites le reste. Moi, je fais l'éducation de mes neveux, de mes enfants, même à distance. Je passe mon temps à les diriger vers des programmes éducatifs à la télévision ou encore dans les réseaux sociaux, mais en leur disant pourquoi la partie nocive n'est pas bonne. Donc, je vous conseille tous, comme ça, de vous concentrer d'abord sur vous-même, à pouvoir changer tout ce que vous regardez et tout ce que vous entendez. On revient dès la semaine prochaine. Bonsoir tout le temps. Ma question s'adresse à Dr Etundi. L'Occident est le bourreau de l'éducation en Afrique. Après le colloque de 1914, Cheikh Anta Diop a demandé le changement des manuels scolaires, mais l'Occident a refusé à travers nos dirigeants. Dr Etundi, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, comme je le dis, se résume en un mot, la participation. Je prône une approche participative pour définir les programmes. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit un individu ou une commission qui s'asseye pour déterminer ce que tous les enfants d'un pays doivent apprendre. Vraiment, je ne suis ni dans un... Merci, Dr Etundi. Le temps est parti au programme. Nous tient rigueur. Votre mot de fin en quelques secondes, puisque la semaine prochaine, on continuera. Tout ce que je peux dire, c'est que je donne rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine. Maître Marina, première participation. Ce n'est pas un combat, mais un débat. Je suis très contente d'avoir participé. Merci de m'avoir accueilli. Alors, mon père, le système éducatif, l'Église catholique, qui a pas mal d'universités au Cameroun, au Cameroun, on a un très bon système éducatif. Il faudrait tout simplement que chacun fasse son travail. Je suis pour l'approche de la participation que prône le docteur Etundi, mais pas que tout le monde. Il faut qu'il y ait une commission. Tout le monde, tous les Camerounais sont intelligents, mais il faudrait quand même qu'on choisisse certaines intelligences pour mettre sur pied un programme à suivre. Et que les parents, les enseignants et les élèves travaillent en synergie. Merci, mesdames, messieurs, pour ceux qui aimeraient continuer, bien sûr, de bénéficier de cette tribune au-delà de ce plateau. Allez, retrouvez-nous sur YouTube, sur la chaîne King Nathan Amougou, ou tout simplement sur la page Facebook officielle King Nathan Amougou pour les réactions de tous qui sont sur le plateau, et la page Facebook Au cœur des mystères, Vision 4 Télévision. Loin d'être un combat, ça reste un débat. Et la semaine prochaine, on continuera sur le conditionnement mental, l'image, à travers l'image et le système éducatif. Car, le dit-on souvent, l'enfant est le père de l'homme.